Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art News. Ce 18 mars, nous célébrons l'anniversaire du peintre allemand Adam Elsheimer. Il aurait eu 441 ans aujourd'hui. À fin temps, il quitte son pays pour Rome où il passera toute sa vie. C'est là-bas qu'il pratique une peinture baroque utilisant le célèbre clair-obscur du Caravage. Elsheimer est notamment connu pour sa toile « La fuite en Égypte ». Aujourd'hui dans Art News, on s'envole vers Plovdiv en Bulgarie pour découvrir une expo qui raconte l'histoire de la ville. Dans la boutique, retour sur le rêve du facteur cheval qui érigea de ses mains seul un château de 12 mètres de haut. Ensuite, on vous explique un courant artistique nouveau, le multisme. Après avoir branché votre audioguide, l'œuvre Le Printemps réalisée par Sandro Botticelli n'aura plus de secret pour vous. Et pour terminer, un petit tour d'horizon des actus artistiques qu'il ne faut pas louper. La ville bulgare de Plovdiv est à l'honneur cette année. Elle a été désignée capitale européenne de la culture pour 2019. L'occasion pour le musée d'histoire régionale d'organiser une expo qui rappelle l'une des facettes de l'identité de la ville. This time is dedicated to tobacco industry in Bulgaria, and with a focus to Plovdiv and to development of Plovdiv because of this kind of very strong industry in the town. À la fin du XXe, la Bulgarie est un fournisseur majeur de produits à fumer en Europe. Smoke Tobacco Stories rappelle les lieux et les méthodes de culture du tabac et présente des marchands, des ouvriers et des paysans de Plovdiv. On découvre aussi le travail d'artistes qui, à l'époque, se réunissaient autour d'une cigarette pour échanger. Liberty, work, and patience, and possibility to share and join this kind of special moment of art. Art and tobacco have a very interesting relation. Le marketing et la publicité, mais aussi l'évolution du marché de ces industries ont influencé le monde de l'art, tout comme la découverte de sa dangerosité. À défaut de pouvoir fumer, les artistes représentent visuellement la cigarette dans leurs travaux. C'est le cas de Stéphane Nikolev. Ça, c'est en fait une lampe, c'est vraiment de l'objet artistique, mais c'est un traversal entre l'art et le design. Et on se dit, tiens, on fume plus, mais on a encore l'image, et puis on est toujours un peu autour de cet objet qui nous réunissait autour d'une table, on fume une cigarette, et là on a la lampe qui nous rappelle un peu. Donc on vit toujours un peu la même vie, sauf qu'on est plus safe. L'exposition Smoke Tobacco Stories est ouverte jusqu'au 30 mars 2019. Un événement parmi tant d'autres, mis à la disposition des visiteurs par la nouvelle capitale européenne de la culture. Ce livre, publié chez Flammarion, se consacre au facteur le plus célèbre du monde de l'art. Il s'agit de Ferdinand Cheval. Le sculpteur français a dédié 33 ans de sa vie à la construction d'un château qui continue de surprendre. Avec l'ouvrage Le facteur cheval jusqu'au bout du rêve, Niels Tavernier rend hommage à cet artiste, auteur d'une œuvre majestueuse, emblématique de l'art brut. Il est chanteur, peintre, poète et photographe. Difficile de lui coller une étiquette. C'est pourquoi Charles-Élie Couture se définit comme un artiste multiste. Multisme, c'est le fait de dire un artiste aujourd'hui, c'est plus seulement un gars qui a une technique ou un savoir-faire dans un domaine, mais c'est quelqu'un qui va essayer de s'exprimer coûte que coûte et qui va trouver le moyen de le faire. Un multiste est donc un artiste qui utilise plusieurs supports pour s'exprimer. Tout dépend du besoin, de l'urgence qu'il ressent, mais aussi du message qu'il veut faire passer. Chaque forme d'art a son pouvoir d'expression, chaque forme d'art a son sens. Mais mon activité de multiste, je la compare plutôt à celle du triathlète. C'est-à-dire que quand tu fais un triathlon, tu te donnes à fond dans l'eau, sur ta bicyclette ou quand tu cours, et même s'il n'y a pas de rapport entre les gestes que tu vas faire,
tu vas t'engager avec la même foi, la même conviction. En fondant le courant multiste, Charles-Élie Couture veut en fait mieux définir les artistes pluridisciplinaires. Il cite comme exemple David Lynch, réalisateur de cinéma mais aussi peintre et compositeur. Le terme est récent, mais l'idée est ancienne. Comme à la période de la Renaissance, il y avait des gens qui essayaient de faire le passage entre les formes d'expression en évitant de les laisser aux sectes de spécialistes, entre guillemets. Et peut-être que c'est à ça que je m'apparente. Cette pluralité se retrouve dans les tableaux de Charles-Élie Couture. Comme ici sur ce tableau où l'on distingue une inscription, un bout de poème mêlé à l'acrylique, le tout travaillé sur du vinyle. Lorsque une œuvre ne relève pas seulement du recours à l'huile sur toile ou à l'acrylique sur toile ou sur bois, mais que sur une même œuvre, des techniques multiples se trouvent réunies, et la présence de la photo, encore une fois, que l'on ne voit pas la plupart du temps au premier abord. Il faut vraiment aller regarder de très près pour relever ici ou là quelques éléments dans une photographie donc tirée sur une bâche, par exemple, qui n'ont pas été peints. La deviner vraiment, parce qu'il intervient très fortement dessus. Donc toutes ces techniques-là, oui, ça s'appelle une pluralité de techniques, d'où ce terme multis. Multiples supports, techniques et inspirations. Les origines de Charles-Élie Couture y sont forcément pour quelque chose. Une grand-mère pianiste, une mère attachée à la littérature et un père architecte et professeur d'histoire de l'art. Quand j'allais visiter des musées, ils m'expliquaient tout de suite les règles essentielles de la composition ou le rapport des couleurs. Enfin, j'ai été vite enseigné à l'idée qu'une œuvre d'art, c'était pas ce qu'elle était, mais ce qu'elle représentait. Charles-Élie Couture n'a que 15 ans quand il réalise sa première exposition qui réunit peintures et photographies. Adolescent et décidément déjà multiste. La musique arrive quelques années plus tard. C'est elle qui le fait connaître dans le monde entier. Mais pas question pour cet artiste de renoncer à ses premières amours. Ses peintures. Charles-Élie continue de les exposer régulièrement. L'artiste qui a peint cette toile est une icône de la Renaissance italienne. Pourtant, durant la fin de sa vie, ses travaux et son nom furent oubliés. Allez, on branche son audioguide pour tout savoir sur le printemps peint par Sandro Botticelli entre 1478 et 1482. Le peintre a pour habitude de transformer les dieux et les créatures en êtres élégants et stylisés. Avec la naissance de Vénus, le printemps est l'une de ses œuvres les plus célèbres. Elle témoigne parfaitement du style de Botticelli qui présente une scène remplie de personnages sacrés. Au centre, Vénus, la déesse de l'amour, nous regarde. Au-dessus d'elle, l'ange Cupidon tire sa flèche en direction des trois grâces qui dansent et célèbrent la passion. L'artiste peint l'allégorie de l'amour. Cette scène de joie est protégée par le personnage de gauche. Il s'agit de Mercure, le messager des dieux. Sa présence signifie que rien ne viendra perturber la scène. Cet hommage à l'amour est accentué par l'univers printanier présent dans cette toile. Le sol et les orangers abondent de fleurs et de fruits. À droite de Vénus, on observe Flora, la divinité des fleurs. À côté figure Chloris, la déesse de la végétation, et Zéphyr, l'incarnation même du printemps. Botticelli utilise deux lignes de couleurs distinctes pour valoriser les personnages. La première constitue le fond. Ce sont les arbres sombres et la végétation. La seconde ligne est incarnée par les figures elles-mêmes. Leur clarté attire le regard du spectateur. Cette technique est emblématique du maître. Grâce aux couleurs, il fait de la toile un chef-d'œuvre. Quand l'art confronte l'homme et la nature. Le sculpteur Sun Hyuk Kim fabrique des structures aux apparences humaines à l'aide d'acier inoxydable.
Il fait cohabiter des visages et des corps avec des branches et des racines. L'artiste coréen interroge le spectateur sur la manière dont les êtres humains influent sur la nature. Le travail de Jim Scull est envoûtant. L'artiste français basé à Paris crée des crânes humains à base de cordes, de fils colorés ou de perles de verre. Pour réaliser ces objets, il s'est inspiré des cultures néo-zélandaises et indiennes, un mélange de genres détonnants qui donne à voir nos têtes sous un angle assez original. À Seattle, l'art et la pâtisserie ne font qu'un. Lauren Ko s'amuse à créer des tartes aux allures d'œuvres d'art. La pâtissière joue avec les formes, les couleurs et les matières. Les colorants sont naturels et la matière est entièrement comestible. Le plus difficile, c'est d'en prendre une part, ça risquerait d'abîmer ces tartes qui s'apparentent à de vraies œuvres d'art. Voilà, c'est fini pour le Art News du jour.